Au centre de cette histoire tragique se trouvent deux personnes dont les vides se sont inextricablement mêlées. Evelyn Gosling, 34 ans, professeure d'anglais au Briarcliff Community College, était connue pour son esprit brillant et ses conférences captivantes. Zane Holloway, un étudiant de première année en difficulté qui rêve de devenir écrivain, est attiré par elle comme un papillon de nuit par une flamme. Ce qui a commencé comme un mentorat s'est lentement transformé en un réseau de manipulation, de désir et finalement de meurtre. En épluchant les couches de leur relation, les enquêteurs ont découvert une sombre histoire d'exploitation, d'obsession, de fantasmes tordus et de désespoir mortel. Le chemin d'Evelyn Gosling vers Briarcliff a été pavé d'accolades académiques et de tourments personnels. Née à Boston de parents aisés, Evelyn montre très tôt des signes d'intelligence exceptionnelle. Son père, un banquier d'affaires sévère, et sa mère, une mondaine amatrice de cocktails, lui ont apporté tous les avantages matériels, mais peu de soutien affectif. Dès son plus jeune âge, Evelyn a appris à se servir de son intelligence comme d'un bouclier, s'enfouissant dans les livres pour échapper à la froide réalité de sa vie familiale. Elle a excellé à l'école, a sauté 2 années et est allée à Harvard. C'est là qu'Evelyn découvre sa passion pour la littérature anglaise et son talent pour captiver un public. Après avoir obtenu son doctorat à Yale, Evelyn semblait destinée à un poste prestigieux dans une institution de la Ivy League. Ses cours sur la littérature de la Renaissance et la poésie moderne attirent donc des étudiants d'autres départements, et ses méthodes d'enseignement novatrices lui valent l'admiration de ses collègues et de ses étudiants. Le docteur Gosling était l'incarnation même de la réussite, brillante, belle et dévouée à son métier. Mais sous ses dehors polis se cachait une femme hantée par son passé et animée d'un insatiable besoin de reconnaissance. Les relations d'Evelyn étaient souvent intenses mais de courte durée, la laissant avec un sentiment de vide et d'incompréhension. Elle avait soif de l'adoration de ses élèves, se complaisant dans leur admiration et encourageant subtilement leur dépendance à son égard. Une évaluation psychologique effectuée après son arrestation révélera plus tard un trouble complexe de la personnalité caractérisé par des traits narcissiques et une peur profonde de l'abandon. C'est ce dangereux cocktail d'intelligence, de charisme et de problèmes émotionnels non résolus qui a préparé le terrain pour sa rencontre fatidique avec Zane Holloway. En lui, Evelyn ne voyait pas seulement un autre élève à former, mais une chance de retrouver la jeunesse et la passion qu'elle sentait lui échapper. Le parcours de Zane Holloway au Briarcliff Community College n'a rien d'ordinaire. Né dans un quartier ouvrier, Zane est le plus jeune des 4 enfants d'une famille qui a du mal à joindre les 2 bouts. Son père, ouvrier du bâtiment, passait de longues heures sur les chantiers, tandis que sa mère jonglait avec plusieurs emplois à temps partiel pour mettre de la nourriture sur la table. Dès son plus jeune âge, Zane a trouvé du réconfort dans le monde des livres. Alors que ses frères et sœurs excellaient dans les sports et les compétences pratiques, Zane était le rêveur de la famille. On le trouve souvent en train de griffonner des histoires dans des cahiers en lambeaux ou perdu dans les pages de livres de poche abîmés empruntés à la bibliothèque locale. Les années de lycée de Zane sont marquées par l'incohérence scolaire. Brillant dans les matières qui captivaient son imagination, comme l'anglais et l'histoire, il avait du mal avec les structures rigides des mathématiques et des sciences. Sa conseillère d'orientation, Madame Ramirez, se souvient que Zane avait une étincelle de génie lorsqu'il s'agissait d'écrire, mais qu'il manquait de discipline et de confiance en lui pour briller vraiment. Malgré son potentiel, les notes de Zane étaient médiocres et ses résultats n'étaient pas à la hauteur de ses aspirations. Les lettres de refus des universités de ses rêves ont été une pilule amère à avaler.
Mais sous le tempérament artistique de Zane se cachait un jeune homme en proie au doute et ayant désespérément besoin d'être validé. C'est cette combinaison de talent brut, de vulnérabilité émotionnelle et de désir ardent de faire ses preuves qui a fait de Zane la cible parfaite pour la manipulation d'Evelyn Gosling. Il la voyait non seulement comme un mentor, mais aussi comme une porte d'entrée dans le monde intellectuel et artistique qu'il voulait désespérément rejoindre. Au début du trimestre d'automne, Zane n'aurait jamais pu imaginer que sa quête de grandeur littéraire le mènerait sur un sombre chemin de compromis éthiques, d'enchevêtrement émotionnel et finalement sur les rives du lac Briarcliff, où sa jeune vie serait tragiquement interrompue. Le premier jour du cours de composition avancée a marqué un tournant dans la vie d'Evelyn et de Zane. Bien que ni l'un ni l'autre n'ait pu prédire le cours tragique que prendrait dans leur chemin, Evelyn, impeccablement vêtue d'un blazer et d'une jupe crayon, domine la salle de sa présence. Ses yeux balais d'ôme, la mer de visage frais, s'arrêtant momentanément sur Zane, recroquevillé au dernier rang, tripotant nerveusement son stylo. Alors qu'Evelyn entame son discours d'introduction sur le pouvoir de la narration, Zane se retrouve captivé. Ses paroles semblaient d'or s'adresser directement à lui, allumant une passion qu'il avait longtemps gardée enfouie. Lorsqu'elle demande à la classe de partager ses auteurs préférés, Zane se surprend à lever la main. Sa voix tremble légèrement lorsqu'il parle de son admiration pour James Baldwin, ce qui lui vaut un hochement de tête de la part d'Evelyn. Après le cours, Evelyn s'approche de Zane. Elle avait été impressionnée par sa perspicacité et l'avait encouragé à envisager de soumettre des travaux au magazine littéraire de l'université. Zane, rougi de fierté, balbutie ses remerciements. Cette brève interaction a semé les graines de ce qui allait devenir une dangereuse obsession pour l'un comme pour l'autre. Au cours des semaines suivantes, Zane est devenu un habitué des heures de bureau d'Evelyn. Les discussions sur les devoirs se transforment progressivement en conversations profondes sur la littérature, la vie et les aspirations de Zane. Reconnaissant le talent brut et la vulnérabilité de Zane, Evelyn a commencé à façonner subtilement leurs interactions. Elle se rapprochait de lui lorsqu'elle examinait son travail, son parfum flottant dans l'air. Ses commentaires étaient un savant mélange d'éloges et de critiques, destinés à faire en sorte que Zane recherche constamment son approbation. Elle partageait des anecdotes personnelles, créant une illusion d'intimité qui brouillait les frontières de la relation élève-professeur. Amelia, une camarade de classe de Zane, a déclaré plus tard aux enquêteurs « Nous avons tous remarqué que le docteur Gosling traitait Zane différemment. Au début, nous étions simplement jaloux de cette attention. Mais avec le recul, on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. À l'approche des examens de mi-session, Zane avait des difficultés dans ses autres cours. La pression pour conserver sa bourse d'études pesait lourdement sur lui. Sentant sa détresse, Evelyn a fait son premier geste après une réunion de bureau particulièrement longue. Elle a posé sa main sur le bras de Zane et lui a parlé doucement. « Je vois tellement de potentiel en toi, Zane. Je ne voudrais pas qu'il se perde à cause de quelques cours difficiles. Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement pour assurer ta réussite. » Zane, naïf et désireux de faire ses preuves, ne se rend pas compte du terrain dangereux dans lequel il s'engage. Il a interprété l'offre d'Evelyn comme une bouée de sauvetage, une chance de se concentrer sur sa véritable passion sans craindre de perdre sa bourse. Alors que l'automne peint le campus de Briarcliff en nuances d'or et de rouge, la relation entre Evelyn et Zane s'intensifie. Elle l'invite à des événements littéraires exclusifs et le présente à ses collègues comme un protégé prometteur. Zane, enivré par ce nouveau monde de stimulation intellectuelle et de sentiment d'appartenance, commence à compter sur Evelyn pour plus que de simples conseils académiques. Evelyn, quant à elle,
se réjouit de la dépendance de Zane. Elle a soigneusement élaboré chaque interaction pour approfondir son attachement émotionnel tout en maintenant un déni plausible. Pour ses collègues, elle s'occupait simplement d'un élève doué. Pour Zane, elle est devenue le centre de son monde. À la fin du trimestre d'automne, la frontière entre le mentor et l'élève s'est irrémédiablement estompée. Les écrits de Zane, autrefois empreints d'influences diverses, imitaient désormais le style et les préférences d'Evelyn. Son cercle social s'est réduit alors qu'il consacre de plus en plus de temps à des séances d'études supplémentaires avec le docteur Gosling. Ni Zane ni Evelyn ne réalisent pleinement la dangereuse toile qu'ils sont en train de tisser. À l'approche des vacances d'hiver, leur relation vacille au bord du précipice, prête à plonger dans des profondeurs sans retour. Les vacances d'hiver ont marqué un tournant décisif dans la relation d'Evelyn et de Zane avec le campus. Largement abandonnés, ils se sont retrouvés entraînés dans un tourbillon d'émotions et de transgressions de plus en plus intense. Sous prétexte de fournir un mentorat supplémentaire, Evelyn a invité Zane dans son appartement hors campus pour discuter de son travail final pour son cours. La soirée commence de manière assez innocente, Evelyn servant du thé et engageant Zane dans un débat passionné sur la littérature postmoderne. Mais au fur et à mesure que les heures maropassent et que les inhibitions tombent, l'atmosphère change. Evelyn, la voix presque chuchotée, commence à raconter des histoires personnelles sur ses propres difficultés en tant que jeune universitaire. Elle se dépeint comme un génie incompris, persécuté par des collègues jaloux et ligoté par les structures rigides du monde universitaire. Zane, déjà émerveillé par l'intelligence d'Evelyn, se sent attiré plus profondément dans son monde. Il voit en elle une âme sœur, quelqu'un qui comprend vraiment le combat de l'artiste. Lorsque la main d'Evelyn effleure la sienne, la charge électrique entre eux est indéniable. Ce qui s'est passé ensuite a fait l'objet d'une controverse lors de l'enquête. Evelyn affirmant que Zane avait pris l'initiative du baiser sous l'emprise d'une passion juvénile. Zane, dans sa déclaration finale, a insisté sur le fait qu'Evelyn avait orchestré toute la soirée à cette fin. Peu importe qui a fait le premier pas, cette nuit-là a marqué le début d'une relation physique qui allait avoir des conséquences dévastatrices. Au début du nouveau trimestre, la liaison secrète entre Evelyn et Zane s'intensifie. Les réunions secrètes dans son bureau se transforment en longs week-ends dans des chambres d'hôtes isolées. Evelyn couvre Zane de cadeaux, des livres rares, des stylos coûteux, un ordinateur portable pour remplacer son modèle obsolète. Elle considère chaque cadeau comme un investissement dans son avenir d'écrivain, ce qui le lie encore plus à elle. Les notes de Zane, qui étaient médiocres dans ses autres cours, ont soudain augmenté. Evelyn a usé de son influence pour faire pression sur d'autres professeurs en sa faveur, le présentant comme un génie incompris qui avait simplement besoin d'être bien guidé. Elle promet à Zane qu'avec son aide, il pourra contourner les exigences habituelles et obtenir une place dans un programme prestigieux. Mais la dépendance de Zane à l'égard d'Evelyn grandit, tout comme son anxiété. L'excitation initiale de leur romance interdite fait place à la culpabilité et à la peur d'être découvert. Son écriture, autrefois vibrante et unique, est devenue une pâle imitation du style d'Evelyn. Les quelques amis qui lui restent remarquent son isolement croissant et son comportement erratique. Sentant le malaise de Zane, Evelyn redouble de manipulation. Alternant les éloges et les critiques cruelles, elle maintient Zane dans un état constant d'agitation émotionnelle. Elle l'a convaincu que leur relation était spéciale, une rencontre d'âmes jumelles que le monde ordinaire ne pourrait jamais comprendre. Dans un geste particulièrement effrayant, Evelyn a commencé à insinuer que le succès de Zane
dépendait entièrement de sa bonne volonté. Lors d'une rencontre tendue dans son bureau, elle fait remarquer avec désinvolture « Il serait dommage que le comité d'éthique enquête sur l'amélioration soudaine de vos notes, car il pourrait se faire une fausse idée de la façon dont vous les avez obtenues. » La menace implicite était claire. Zane, pris entre son ambition et son sentiment croissant de malaise moral, commence à se replier sur lui-même. Les entrées de son journal intime de cette période, retrouvées de plus tard par les enquêteurs, dressent le portrait d'un jeune homme en proie à une profonde détresse émotionnelle. 15 février. Je ne sais plus qui je suis. Tout ce que j'ai accompli me semble entaché. Mais comment quelque chose d'aussi mal peut se sentir si nécessaire? Il dit qu'elle a été la seule à me comprendre vraiment. Elle a peut-être raison. L'idée de la perdre me terrifie plus que tout. Lorsque le printemps est arrivé sur le campus de Briarcliff, le réseau de mensonges et de manipulations, c'était tellement épais que Zane se souvenait à peine de sa vie avant Evelyn. Sa famille, alarmée par ses appels de plus en plus rares à la maison, a planifié une visite surprise. Evelyn, paranoïaque à l'idée d'être découverte, a forcé Zane à les repousser, ce qui a provoqué une douloureuse rupture. C'est à cette époque que Zane commence à se confier à son colocataire, Trevor. Bien qu'il n'ait pas révélé toute l'étendue de sa relation avec Evelyn, il en a dit suffisamment pour que Trevor s'inquiète profondément. Les regards inquiets de Trevor et ses questions précises sur la relation de Zane avec le docteur Gosling s'avéreront plus tard être le fil conducteur qui commencera à démêler toute cette sordide affaire. Alors que le trimestre touche à sa fin, la pression monte sur Evelyn et Zane. Leur relation, construite sur la base de manipulation et de fausses promesses, commence à se fissurer sous le poids de ses propres contradictions. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu prédire le violent dénouement qui se profilait à l'horizon, une fin tragique à une romance qui n'aurait jamais dû commencer. Le catalyseur des événements tragiques qui ont suivi est apparu sous la forme d'un courriel apparemment anodin. Le docteur Fiona Sullivan, doyenne de la faculté des arts libéraux, a contacté Evelyn au sujet du remarquable retournement académique de Zane et a exprimé le souhait de le présenter dans une lettre d'information de l'université. Pour Evelyn, cette demande bien intentionnée a déclenché une sonnette d'alarme. L'idée d'un examen plus approfondi des résultats de Zane l'a fait paniquer. Prise de panique, Evelyn a convoqué Zane dans son bureau après les heures de cours. La tension était palpable, tandis qu'elle arpentait la pièce en expliquant le danger qui les guettait. Zane, déjà épuisé par des mois de manipulation émotionnelle, sentait les derniers vestiges de son estime de soi s'effondrer. C'est dans cette atmosphère chargée que Zane trouva enfin le courage d'affronter la réalité de leur situation. D'une voix à peine plus forte qu'un murmure, il dit « Ce n'est pas bien, Evelyn. Ce que nous faisons me tue. » La réaction d'Evelyn est rapide et cruelle. Sa façade bienveillante s'est fissurée, révélant la manipulatrice impitoyable qui se cachait derrière, rappelant à Zane tout ce qu'elle avait fait pour lui. Elle rappelle à Zane tout ce qu'elle a fait pour lui, que son succès est entièrement dû à son influence. Dans un moment glacial, elle a demandé « Penses-tu vraiment que tu serais quelque chose sans moi? Tu n'étais rien d'autre qu'un petit citadin qui a la folie des grandeurs. C'est moi qui t'ai créé, Zane. » Ses yeux se sont ouverts sur la nature toxique de leur relation. Il a ressenti une poussée de colère et d'instinct de conservation. Il a riposté « Ça s'arrête maintenant. Je vais tout dire au doyen. » Le visage d'Evelyn s'est vidé de ses couleurs. Son monde soigneusement construit est sur le point de s'effondrer. Dans un ultime effort pour garder le contrôle, elle alterne menaces et supplications, rappelant à Zane les conséquences auxquelles ils seraient tous deux confrontés si la vérité éclatait au grand jour. Mais quelque chose a changé chez Zane.
Le brouillard de l'infatuation et de la manipulation s'était levé, révélant la dure réalité de sa situation. Il se tourna pour laisser sa main sur la poignée de la porte lorsque la voix d'Evelyn, devenue glaciale, l'arrêta. « Si tu franchis cette porte, je m'assurerai que tu n'écriras plus jamais. » Zane marqua une pause, le poids de ses mots restant suspendu dans l'air. Puis, sans se retourner, il sortit, laissant Evelyn seule, avec les ruines de son imagination tordue. Les jours qui suivirent furent flous pour Zane et Evelyn. Zane, enhardi par sa décision, confie toute l'étendue de sa liaison à son colocataire, Trevor. Ensemble, ils ont décidé d'aller dire la vérité à Dean Sullivan. Evelyn, quant à elle, commence à paniquer. Elle alterne les tentatives désespérées pour contacter Zane et les efforts frénétiques pour brouiller les pistes. Elle a effacé des courriels, déchiqueté des documents et demandé à des collègues de se porter garant de sa personnalité. Alors que Zane se prépare à rencontrer le doyen, il ne peut se défaire du sentiment qu'il est surveillé. Les menaces d'Evelyn résonnent dans son esprit, mais il est déterminé à retrouver sa vie et son intégrité. Il était loin de se douter qu'Evelyn, poussée à bout par la révélation imminente de ses crimes, avait mis au point un plan désespéré et mortel pour le faire taire à jamais. La nuit du meurtre, Zane Holloway quitte la bibliothèque peu après minuit, l'esprit préoccupé par le rendez-vous qu'il a de fixé avec Dean Sullivan pour le lendemain matin. Alors qu'il marche sur le sentier désert qui longe le lac, il ne remarque pas la silhouette qui émerge de l'ombre derrière lui. Evelyn Gosling avait passé la journée à planifier frénétiquement. Son esprit rationnel avait été submergé par un mélange toxique de peur, de colère et de désespoir. Dans sa réalité déformée, faire taire Zane était devenu le seul moyen de préserver la vie qu'elle avait construite. Elle avait attendu des heures, surveillant l'entrée de la bibliothèque, une grosse pierre dans ses mains tremblantes, alors que Zane s'approchait d'un virage isolé du chemin. Evelyn a agi. Le premier coup prit Zane au dépourvu, le faisant trébucher en avant. Il se retourna, le choc et la trahison se dessinant sur son visage lorsqu'il reconnut son agresseur. « Evelyn, je te faisais confiance. » Il sursauta. Mais Evelyn était au-delà de la raison. Avec une force née du désespoir, une pierre à la main, elle frappa encore et encore, tandis qu'il gisait sur le sol. Ses tentatives de Zane pour se défendre ont été affaiblies par sa réticence à blesser la femme qu'il avait autrefois admirée et aimée. Après son acte de violence, Evelyn resta figée, la réalité de ce qu'elle avait fait s'effondrant sur elle. La brume semblait se refermer, étouffant le bruit du corps de Zane qui glissait le long du talus dans les eaux sombres du lac. Avec une efficacité mécanique, Evelyn commença à couvrir ses traces. Elle ramassa les affaires éparpillées de Zane, les nettoya de toute empreinte digitale avant de les jeter à l'eau. Elle fouilla la zone à la recherche de tout indice qui pourrait la relier à la scène de crime. Alors que les premières lueurs de l'aube percent le brouillard, Evelyn retourne à son appartement, les vêtements trempés et boueux. Les jours suivants, Evelyn s'efforce de maintenir une apparence de normalité. Elle donne ses cours, assiste aux réunions de la faculté, tout en luttant contre le chaos intérieur de sa culpabilité et de sa peur. Lorsque Zane a été porté disparu, elle a dauphin de s'inquiéter, se joignant même aux équipes de recherche organisées par le collège. Mais le poids de ses actions se fait sentir. Ses collègues ont remarqué son comportement distrait et sa nervosité inhabituelle. Un professeur de psychologie qui connaissait Evelyn depuis des années s'est souvenu plus tard de ce qui suit. Il y avait de la sauvagerie dans ses yeux, de la tension dans ses mouvements. C'était comme si elle était constamment sur le point de s'enfuir. L'alibi soigneusement construit par Evelyn a commencé à s'effilocher presque immédiatement. La canne qu'elle avait utilisée comme arme, jetée à la hâte dans une poubelle derrière son appartement,
a été découverte par un agent d'entretien. Les images des caméras de surveillance ont montré que sa voiture était près du lac la nuit de la disparition de Zane, ce qui contredit son affirmation selon laquelle elle était restée chez elle toute la nuit. À mesure que l'enquête s'intensifie, la paranoïa d'Evelyn atteint de nouveaux sommets. Elle est convaincue que tout le monde connaît son secret. Dans un moment de panique, elle tente de s'enfuir, préparant à la hâte un sac et retirant d'importantes sommes d'argent de son compte en banque. C'est ce comportement erratique qui l'a finalement menée à sa perte. Le corps de Zane, alourdi par des rochers, a été découvert par un groupe d'étudiants lors d'un week-end de pêche. Cette sinistre découverte a provoqué une onde de choc au sein de la communauté de Briarcliff et a marqué le début de la fin pour Evelyn Gosling. La découverte du corps de Zane Holloway a transformé l'affaire des personnes disparues en une véritable enquête pour meurtre. L'inspecteur Samantha Reeves, vétéran de la police de Briarcliff, est chargé de l'affaire. Ses premières démarches ont consisté à sécuriser la scène de crime et à demander une analyse médico-légale complète de la zone entourant le lac Briarcliff. L'autopsie a révélé que Zane était mort d'un traumatisme crânien par objet contondant, la noyade étant une cause secondaire du décès. Le médecin légiste a relevé des blessures défensives sur les bras de Zane, indiquant qu'il avait tenté de se protéger de son agresseur. À mesure que la nouvelle du meurtre se répand, le campus idyllique du Briarcliff Community College devient un foyer de spéculation et de peur. Les étudiants chuchotent dans les couloirs et jettent des regards suspicieux sur leurs camarades et leurs professeurs. Les administrateurs, cherchant désespérément à contrôler le récit, organisent des conférences et assurent aux parents et à la communauté qu'il s'agit d'un incident isolé. L'inspecteur Reeves et son équipe ont commencé à interroger les amis, la famille et les collègues de Zane. C'est au cours de ces premiers entretiens que Trevor Lawson, le colocataire de Zane, a fourni le premier indice vital. Trevor a révélé la relation trouble de Zane avec le professeur Gosling, y compris de vagues références à un arrangement qui avait laissé Zane de plus en plus désemparé dans les semaines précédant sa disparition. Ces informations ont conduit les enquêteurs à s'intéresser de plus près à Evelyn Gosling. À première vue, elle semblait être un mentor en deuil, désemparé par la perte d'un étudiant prometteur. Mais au fur et à mesure que les enquêteurs creusaient, des incohérences dans son histoire ont commencé à apparaître. La découverte de traces de terre sur la pierre, utilisée pour attaquer Zane, correspondant à des échantillons prélevés dans le jardin d'Evelyn, a permis de faire une percée. En outre, les images de vidéosurveillance d'une station-service proche du lac Briarcliff montrent que la voiture d'Evelyn se trouvait dans le secteur la nuit du meurtre, ce qui contredit son alibi. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulent, les collègues de Devlin commencent à faire part de leurs propres observations. Un professeur du département de psychologie s'est souvenu d'une conversation troublante avec Evelyn quelques jours avant la disparition de Zane. Elle semblait bouleversée, a-t-il dit aux enquêteurs. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne pouvait pas laisser tout ce pourquoi elle avait travaillé être détruit par un malentendu. L'enquête a pris une autre tournure lorsque les enquêteurs ont découvert une série de courriels entre Evelyn et Zane. Bien que formulés avec soin, le sous-texte de ces messages suggérait une relation inappropriée. Les spécialistes en informatique ont retrouvé des brouillons de courriels effacés du compte de l'université d'Evelyn, qui étaient beaucoup plus explicites, détaillant sa manipulation de Zane et sa peur d'être démasqué. Une perquisition au domicile d'Evelyn a révélé des preuves accablantes. Caché dans un tiroir fermé à clé, les détectives ont trouvé le journal intime de Zane,
qui décrivait en détail l'évolution de leur relation et son désir croissant d'y mettre fin. Grâce à l'abondance des preuves matérielles et des témoignages, le service des poursuites de la couronne a pu inculper Evelyn Gosling de meurtre au premier degré. L'arrestation a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, brisant l'image d'un professeur brillant et dévoué et exposant les dessous sombres de la dynamique du pouvoir dans le monde universitaire. Alors qu'Evelyn était emmenée menottée, la véritable ampleur de sa tromperie a commencé à se dévoiler, laissant la communauté de Briarcliff aux prises avec la question de savoir comment un tel prédateur a pu se cacher à la vue de tous pendant si longtemps. Au cours des heures qui ont suivi, les aveux complets d'Evelyn ont été révélés, brossant un tableau inquiétant de manipulation, d'abus de pouvoir et, en fin de compte, de meurtre. Elle parle de son attirance initiale pour le talent et la vulnérabilité de Zane, de la facilité avec laquelle elle l'a plié à sa volonté. Sa voix s'est emplie d'amertume lorsqu'elle a essence à raconter la décision de Zane de révéler leur relation, la décrivant comme une trahison qui ne lui a laissé d'autre choix que de le faire taire pour de bon. Le procès d'Evelyn Gosling a été court mais intense. L'accusation a présenté une montagne de preuves, allant de l'analyse médico-légale aux aveux d'Evelyn. Malgré une défense vigoureuse qui a tenté de la dépeindre comme une victime de sa propre maladie mentale, le jury n'a mis que 6 heures à rendre un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Le juge, la voix lourde du poids, du moment, a condamné Evelyn à la prison, à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À la suite du procès, des changements importants ont été apportés au Briarcliff Community College. L'administration a mis en œuvre de nouvelles politiques strictes régissant les interactions entre les enseignants et les étudiants et une formation obligatoire sur la manière d'identifier et de signaler les comportements inappropriés a été instituée. Alors que Briarcliff commençait lentement à guérir, la tragédie a laissé une marque indélébile sur la communauté. Les rives du lac Briarcliff, autrefois lieu de tranquillité et de réflexion, sont devenues un sinistre rappel de la noirceur qui peut se cacher derrière les façades les plus respectables, et des conséquences tragiques d'un abus de confiance et d'un pouvoir incontrôlé. C'est tout. Écrivez votre opinion dans les commentaires. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé. Et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.